Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Vous êtes président du parti VIA, la voix du peuple. Vous étiez porte-parole de Reconquête lors de la campagne présidentielle et auteur de La Macronie et l'islamisme, 5 ans de lâcheté aux éditions de Paris Max Chalel. Alors avant-hier, la décision du Conseil d'État est tombée. Il a validé l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen, décidée plus tôt, le 28 juillet, par Gérald Darmanin, contrairement à l'avis du tribunal administratif de Paris. Sauf que depuis, l'homme est introuvable, probablement en fuite en Belgique. Il a eu d'ailleurs un mois finalement pour préparer sa fuite. Alors la première question que je vous pose, Jean-Frédéric Poisson, c'est est-ce que nous ne sommes pas trop faibles avec ces extrémistes islamiques ? Si, c'est traditionnellement, nous avons beaucoup de discours, peu d'actions, et le peu d'actions que nous avons sont d'une lâcheté au sens de ce qui ne tient pas, de ce qui manque de fermeté précisément. Un signe. Le cas particulier de cet imam qui est connu depuis longtemps. Alors, vos confrères de Mediapart, je crois, ont expliqué il y a quelques jours ou quelques semaines que ce monsieur avait eu des relations avec le ministre de l'Intérieur pendant la campagne municipale de Tourcoing en 2014 et des discussions constructives, disait, je crois, l'article de vos confrères, et puis les témoins qui avaient assisté à une rencontre entre ces deux personnes. En général, nous avons flirté avec ces prêcheurs de haine et qui n'aiment pas la France. Nous avons cherché leur suffrage dans un certain nombre de cas, à droite comme à gauche d'ailleurs, dans le cadre d'élections locales la plupart du temps. Et nous en payons aujourd'hui la note doublement. La première, c'est que nous les avons installés, nous avons renforcé leur crédibilité locale auprès de leurs propres ouailles, en les fréquentant et en leur donnant de l'importance. Et deuxièmement, en les ayant confortés, nous payons le prix de leur propre action et nous sommes dans la capacité même de les assigner à résidence, alors même qu'une procédure est engagée d'expulsion contre un homme qui n'aurait jamais dû rester sur ce territoire aussi longtemps. Il est en fuite, c'est très bien. Écoutez, on lui demandait de quitter le territoire, il l'a fait tout seul. C'est parfait, ça va économiser du temps pour la police. Après, c'est pas forcément rassurant de se dire que nous ne sommes pas capables de suivre les mouvements de certaines personnes jugées comme extrémistes, comme on a pu laisser fuir Mohamed Merah à une autre époque. Bien sûr, c'est ce qui pose la question de l'efficacité de propre système de surveillance, mais on sait que pour surveiller quelqu'un de manière constante, il faut entre 6 et 10 fonctionnaires de police, vous savez, donc nous sommes loin d'avoir des effectifs suffisants pour surveiller tous ceux qui devraient être surveillés en France de manière permanente. Alors vous avez évoqué tout à l'heure aussi le fait que nous cherchions le suffrage de ce vote islamiste et dernièrement, c'est la dernière actualité, c'est pour ça que je la cite, mais il y en a eu d'autres, c'est le service central du renseignement territorial qui a dans une note montré que le vote mélenchoniste avait pesé dans la campagne et avait été sous influence islamiste. Alors ça pose, on sait que plus tôt, on avait par un livre d'enquête, on avait révélé aussi les mêmes techniques, on va dire clientélistes de Jean-Christophe Lagarde de l'UDI. Donc ce n'est pas le fait d'un seul parti, mais tout de même, il y a aussi clairement un problème de clientélisme aujourd'hui en France dans notre démocratie. Vous savez, ce que nous ne comprenons pas, ou ce que nous autres occidentaux, nous avons du mal à comprendre, parce que nous en avons perdu le sens, c'est la force de la communauté musulmane. C'est-à-dire cette espèce de cohésion qui vient d'un fort sentiment d'appartenance, le sentiment d'être aussi une minorité, ce qui facilite évidemment le fait de se retrouver entre soi, de se défendre et de se soutenir. Et cette force de la communauté, elle est nourrie par la force du Coran, la force des responsables religieux qui l'entretiennent, qui la soutiennent, qui la confortent. Et ça en fait évidemment, dans la perspective d'élections locales, un groupe extrêmement intéressant, puisque cette homogénéité, cette solidarité garantissent, ou en tout cas permettent d'espérer ou d'envisager un vote massif
et homogène lorsqu'il s'agit de se déplacer dans des urnes. Donc, qu'on cherche à obtenir le suffrage de communautés constituées dont on imagine à peu près le comportement électoral, ça, je dirais que c'est vrai dans toutes les élections, c'est vrai pour des tas de communautés, de la même manière que vous allez chercher le suffrage de ceux qui aiment la voile quand vous êtes au bord de la mer, de ceux qui prennent les transports en commun quand vous êtes en banlieue parisienne, et j'en passe. Donc il y a tous les motifs d'appartenance possibles. Le problème de l'islam, c'est que c'est un motif d'appartenance qui n'est pas d'usage, ou qui n'est pas un hobby, ou qui n'est pas une revendication sociale particulière. C'est un enjeu de confrontation de civilisation. La présidentielle l'a bien montré. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé à l'instant, ce phénomène de clientélisme, de vouloir aller s'adjoindre ou se procurer des suffrages de la communauté musulmane, c'est de droite comme de gauche. En Seine-Saint-Denis, c'est particulièrement spectaculaire. Vos confrères d'Ave et l'Homme, d'ailleurs, l'avaient parfaitement montré dans le livre Inch'Allah, qui est sorti il y a maintenant 4 ans. Je l'ai rappelé moi-même dans l'ouvrage que vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure. C'est pour des questions d'efficacité électorale que ceux qui se livrent à ce genre d'exercice font passer devant toute forme de considération, d'équilibre social, de respect de nos propres institutions, de nos propres modes de vie. Je ne prétends pas qu'il faille traiter du point de vue du droit ou des services publics les musulmans d'une manière différente au seul motif qu'ils seraient musulmans. Ça n'est pas notre manière de voir, de vivre. Mais je prétends que à chaque fois qu'on donne consistance à une communauté quelle qu'elle soit, en la reconnaissant comme telle et en installant à sa tête des chefs qui sont dans une logique de séparation, eh bien, on joue avec le feu et on alimente le phénomène qu'on prétend vouloir combattre par ailleurs. Parce que ici, nous parlons du clientélisme électoralisme, mais il y a une autre question qui se pose et qui fait également l'actualité, c'est celle de l'entrisme islamique dans nos institutions, les institutions européennes avant tout. Paris, dernièrement, lundi dernier, a interpellé de nouveau Bruxelles sur son soutien à Bruxelles, qui soutient l'association islamique Fémiso, qui est quand même alimentée par les frères musulmans. Fémiso, je rappelle pour nos éditeurs, c'est cette association qui était à l'origine de la campagne d'affichage pro-voile en Union européenne. Vous aviez vu ces femmes voilées, la liberté dans le djihad, plaidait-elle. Fémiso, ce sont aussi les associations qui poussent au burkini dans les piscines, notamment à Grenoble. Donc voilà le résultat de Fémiso. Et elles font de l'entrisme dans nos institutions européennes, qui ensuite décident pour nous de beaucoup de choses en France. Et là encore, il y a une véritable faiblesse, pour ne pas utiliser de mots plus forts, Jean-Frédéric Poisson. Nous n'avons pas compris le point auquel ces organisations avaient envie ou la volonté de déstabiliser nos institutions, notre mode de vie, et nous ne voulons pas voir qu'elles sont dans une vraie logique de conquête. Les frères musulmans ont 2 caractéristiques. La première, c'est que, contrairement aux autres types d'actions musulmanes à caractère politique, les frères musulmans jouent le jeu des institutions. Ils n'entrent pas, tactiquement, frontalement en collision avec les institutions des pays dans lesquels ils sont ou dans le cas des actions qu'ils souhaitent conduire. D'une certaine manière, ce sont les trotskistes de l'islam, les frères musulmans. Ils se fondent dans le paysage, ils rentrent là-dedans, au prix d'ailleurs de toutes les contorsions possibles et imaginables. Oui. Enfin, ça leur pose pas de problème parce que leur but est de prendre le pouvoir, non pas, encore une fois, en entrant brutalement en confrontation avec les institutions en place, mais en se fondant dedans. Ils y sont d'ailleurs parfaitement arrivés dans plusieurs cas en France. Il y a un certain nombre de cas très célèbres, dont l'imam Tariq Oubrou de Bordeaux, dont l'appartenance aux frères musulmans a été révélée à maintes reprises et prouvé, et ça a été un interlocuteur tout à fait normal d'Alain Juppé, maire de Bordeaux. La grande mosquée de Bordeaux lui doit beaucoup, etc. Et il y a beaucoup de choses. Les frères musulmans sont placés sur la liste des mouvements terroristes internationaux par un certain nombre de pays, à commencer par les États-Unis. On leur fait la guerre en Égypte, qui est leur pays de naissance. Et en France et en Europe, nous sommes d'une complaisance incroyable à l'égard de cette organisation qui ment, qui menace des gens qui sont critiques à l'égard de l'islam. J'ai en tête Mohamed Louisi, qui est un intellectuel musulman, qui a 6 ou 7 procédures judiciaires
contre lui parce qu'il a eu le malheur de dire la vérité sur des frères musulmans. Ils ont pignon sur rue. On aurait dû dissoudre cette association et l'interdire depuis longtemps, longtemps. On ne l'a pas fait. Et ma foi, aujourd'hui, nous sommes encore en train de subir les conséquences de cette non-action. À partir du moment où une organisation est constituée, alimentée par l'étranger, animée par une doctrine qui est contraire radicalement à nos institutions, à notre mode de vie, à notre culture, à notre civilisation, tous les motifs sont présents pour que cette organisation soit dissoute. D'ailleurs, on en a dissous des organisations pour moins que ça, et encore récemment. Alors, comment vous expliquez, Jean-Frédéric Poisson, que aujourd'hui l'Union européenne lui tende la main à Fémizo, mais donc à cette branche islamique? Écoutez, si j'étais de bonne humeur, ce qui est le cas ce matin, je vous rassure, je dirais que c'est simplement c'est de la lâcheté ordinaire, de l'aveuglement ordinaire, et sont des affaires comme d'habitude, pour ne pas parler anglais sur votre antenne. Il se passe en Europe ce qui se passe en France comme partout. On ne veut pas voir parce que ça nous arrange de ne pas voir, et que le respect des minorités, je ne sais pas quelle défense des droits de je ne sais pas qui est opprimé d'ailleurs dans cette affaire, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer d'idiot et de manière plus grave. Et pour le coup, si j'étais de mauvaise composition, ce qui évidemment n'est pas le cas, vous le savez, je dirais que c'est un des éléments de la stratégie de division de l'Europe élaborée par les stratèges et les géopolitologues américains il y a maintenant 30 ans. Je renvoie nos auditeurs à la lecture d'un ouvrage qui est essentiel pour comprendre y compris ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, s'appelle Le Grand Échiquier, écrit par Joseph Brzezinski, qui était secrétaire d'État du président Carter, et qui a théorisé la division de l'Europe par les Américains pour assurer la maîtrise des Américains sur le monde, division d'Europe qui se fait en particulier à l'aide de l'islam comme cheval de Troie. Encore une fois, je renvoie nos auditeurs à cet ouvrage, chacun trouvera facilement. Il est écrit très clairement, c'est pour ça qu'on soutient la Turquie, c'est pour ça qu'on invente le Kosovo de toutes pièces. On fabrique un État musulman au cœur de l'Europe, à partir de rien, qui est un État mafieux. J'étais venu d'ailleurs pour en parler sur votre plateau en rentrant moi-même du Kosovo et de Serbie il y a quelques mois. Et quand vous regardez la manière dont les choses se déploient, eh bien, vous le constatez. Des études ont montré que dans l'entourage proche de Barack Obama, pendant qu'il était à la Maison-Blanche, il y avait 4 ou 5 personnes qui étaient des dignitaires des frères musulmans et qui propageaient justement cette doctrine de l'installation de l'islam comme foyer de division de l'Europe. Donc, il y a ça, il y a cette lâcheté des institutions européennes, le fait que nous ne voulons pas résister à un mouvement qui est contre nous, qui veut installer une civilisation de substitution en Occident. Ça a été écrit, j'en ai fait un livre d'ailleurs publié il y a 4 ans, L'islam à la conquête de l'Occident, et nous ne voulons pas voir ça. Donc voilà, c'est. Alors, ma dernière question, Jean-Frédéric Poisson, nous ne voulons pas voir ça, nous sommes bien d'accord avec vous sur ce point. Oui. Seulement, est-ce qu'aujourd'hui la France a les armes qu'il faut pour lutter contre cet entrisme? Je pose la question notamment à propos de la laïcité. Est-ce que brandir l'étendard de la laïcité systématiquement est suffisant? Non. Et puis alors, c'est d'autant moins quand on constate la manière dont on le fait aujourd'hui. Vous auriez une laïcité effectivement solide, installée, enracinée, qui serait un élément de protection des libertés religieuses, de protection des consciences et de défense, de l'expression religieuse dans l'espace public comme privé, les choses se passeraient différemment. Vous comprenez bien que l'essor de l'islam en France se nourrit des propres renoncements que la société française opère à l'égard de ses propres principes. Quand on dit les droits de l'homme... La nature a horreur du vide. Mais oui, et puis quand on parle des droits de l'homme plein la bouche, et que on voit comment on se comporte dans les pays d'Afrique, quand on parle du respect des institutions et du droit, et qu'on voit ce qui se passe en Ukraine, etc., etc. Enfin, n'importe qui est en droit de demander aux Occidentaux des comptes sur ce qu'ils font de leurs propres principes. Donc, si effectivement nous avons la protection des droits sans cesse à la bouche, et que nous continuons de considérer que les femmes en particulier peuvent être des objets de convoitise, pour ne pas dire de violence ou de possession, sans que ça ne choque personne, que
on peut bafouer n'importe quelle autorité sans que ça ne choque personne, que les coupables sont mieux traités que les victimes, etc. Mais ça choque des gens qui ont un sens moral normal et basique. Donc c'est aussi le renoncement à nos propres principes qui nourrit ces phénomènes d'opposition et de rejet. Et pour une certaine partie, en tout cas, j'en comprends parfaitement le motif. Est-ce que nous sommes armés moralement aujourd'hui sur le plan collectif ? Je pense que non, pour les raisons que je viens de dire. Est-ce que nous sommes armés sur le plan institutionnel ? Bien sûr que oui. Les textes existent, il suffit de les faire appliquer. Mais de les faire appliquer là aussi comme ils sont écrits et pas comme on voudrait qu'ils le soient. Et est-ce que nous sommes armés intellectuellement ? Alors là, c'est notre gros problème, c'est que nous avons nous ne voulons pas, encore une fois, regarder ce phénomène de l'essor de l'islam en face, qui est bien au-delà de l'immigration. Vous avez bien compris, l'immigration est un phénomène secondaire dans cette affaire. Ce n'est pas. C'est notre modèle de société, notre capacité de défendre qui est en jeu. La question migratoire est importante, mais n'est pas ici le cœur du sujet. Eh bien, merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson, président du Parti VIA, La Voix du Peuple. Je rappelle, puisque vous parlez de culture pour mieux comprendre et pour être mieux armé à ce qui se passe, votre livre « La Macronie et l'islamisme, 5 ans de lâcheté » aux éditions de Paris Max Chalel. Vous citiez le grand échiquier, qu'on peut lire également. Et puis, sachez, chers auditeurs, que nous recevrons également Éric Branca pour la réédition de son livre « L'ami américain » et qui parle aussi de cette influence américaine et cette volonté d'asservir l'Europe. Donc ça, ce sera mardi prochain. J'en profite pour vous annoncer les livres qui arrivent. Merci encore, Jean-Frédéric Poisson. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.